psychanalyste et philosophe à Paris Diderot, enfin à l'Université de Paris, du coup, et qui va nous parler de quête de satisfaction et défis civilisationnels. Et ensuite, on entamera le débat de ce séminaire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce qu'on entend, je suis plutôt habituée à parler avec un micro, mais là ça va? Plus fort. Plus fort. Bon, je vais voir. Alors, je vais vous parler en fait beaucoup plus de la quête de satisfaction que des défis civilisationnels. Là, je m'en remets, je dirais, à la lecture des journaux pour en connaître quelque chose. Alors, je commencerai d'abord par rappeler que si c'est vrai que la psychanalyse n'a vraiment pas grand-chose à voir avec vos disciplines, néanmoins, nous faisons un grand usage métaphorique de la notion d'énergie. Freud, au départ, est un biologiste et donc il fonde son approche de la psyché sur la notion d'énergie, entendue comme une énergie pulsionnelle ou une énergie libidinale, selon les moments où il l'emploie. Et il a défini de la manière suivante. Tout d'abord, le point de départ, c'est une excitation corporelle. L'excitation corporelle est donc la source de cette énergie. C'est un processus dynamique, donc qui se définit par une poussée, et dont le but est toujours de supprimer un état de tension, donc en fait un état de déplaisir. Et la pulsion réalise son but, c'est là toute la question, grâce à un objet qui est donc un objet spécifique. Et tout le problème va être de savoir est-ce que la pulsion peut changer d'objet quand l'objet vers lequel elle se dirige n'est pas un objet adéquat. Alors, en tant que psychanalyste, moi je n'ai affaire qu'à de l'individuel. Et non seulement de l'individuel, mais du cas par cas. Il n'y a pas de possibilité de généraliser. On peut généraliser de la théorie, bien évidemment, mais en fait, on est toujours sur des cas d'espèce, et on ne peut pas non plus prédire. On peut expliquer éventuellement par rapport à ce qu'on peut savoir, mais on ne peut pas prédire. Donc c'est extrêmement limité. Alors, un principe, l'énergie libidinale se renouvelle d'elle-même, c'est plus simple, elle diminue à la fin de la vie, cependant, et bien évidemment, elle s'achève avec la mort. L'individu ne connaît que ses propres pulsions et leur réalisation sans frein, qui peut se faire dans le meilleur des cas en compagnie des autres, mais qui peut et se fait très souvent aux dépens des autres. Aussi, elles doivent être limitées pour permettre le vivre ensemble. Alors l'énergie libidinale va donc se heurter à la barrière des interdits sociaux qui sont transmis à l'enfant dès le début. Dans certains cas, cette énergie peut être sublimée, mais je l'expliquerai ça à la fin, dans la mesure où c'est quelque chose qui est quand même relativement restreint. Alors la question qui m'était posée, les joies de la contrainte, elles relèvent clairement, à mon sens, non de l'individu, mais du collectif. Il s'agit donc de la gestion des énergies qui permettrait de répondre à nos besoins, ça je ne vais pas reprendre ce qui avait été dit, et la solution donc, qui était évoquée dans les exposés précédents et puis en général, c'est l'alternative entre la découverte et l'exploitation de nouvelles énergies qui seraient indéfiniment ou infiniment renouvelables, sans danger pour l'environnement, ou une nouvelle attitude vis-à-vis de la consommation d'énergie qui impliquerait une restriction. Alors c'est ça qui m'intéresse, je dirais, ou du moins c'est là où je me sens peut-être plus compétente pour apporter quelque chose, dans la mesure où il s'agit donc de voir dans quelles conditions, et tout simplement si, il est possible d'imaginer que l'individu puisse se soucier non seulement de ses voisins, ce qui n'est déjà pas évident pour lui, mais surtout des gens qui vont venir après, ce qui là est carrément très compliqué. Alors, nouvelles énergies ou nouvelles attitudes par rapport à l'énergie, c'est donc la question que vous posez.
Et la question que je dévierai donc vers une approche psychanalytique est la suivante. Est-ce qu'il est possible d'imposer la restriction lorsqu'elle ne s'impose pas d'elle-même du fait d'un manque qui est ressenti? C'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure avec cette histoire de la bouteille de Coca-Cola. Et je pense que c'est effectivement tout à fait central dans mon propos. Alors, je vais limiter mon approche donc à cette attitude de l'individu face à la restriction et de la réalisation de ses pulsions. Et je vais pour cela reprendre des choses que Freud a pu dire dans un texte que vous connaissez probablement, qui s'intitule « Malaise dans la civilisation ». Alors, le malaise dans la civilisation, je passe à la suivante. Ça ne marche pas. J'appuie sur la flèche. On peut rester devant le champ, remarquez, hein, c'est pas... Ah, ça c'est pas... Effectivement, la flèche ne marche pas. Bon, comme ça marche. C'est débloqué. D'accord. Mais qu'est-ce que je devrais faire après? Les flèches. La flèche. Ouais. Parfait. Alors, donc, je vous laisse découvrir les trois termes sur lesquels donc, je vais jongler de l'un à l'autre pour définir les conditions du malaise. Donc, Eros, c'est la pulsion sexuelle, Ananke, la nécessité vitale, Thanatos, la pulsion de mort. Et c'est essentiellement d'elle dont je voudrais parler. Alors, je vous laisse, si c'est assez gros, je ne sais pas. Non, alors je vais le lire. Le déroulé donc, de mon propos est le suivant. Premier point, la quête naturelle de satisfaction face à la contrainte du refoulement engendre le malaise dans la civilisation. Deuxième point, l'agressivité dans la civilisation, ce qui est pour moi le point central, qui va être utilisé donc à la fois dans la production et dans la consommation. Troisième point, la fabrique du consentement au plus de jouir. Alors ça, je commenterai longuement, le terme n'est pas de moi, mais j'expliquerai donc ce qu'il en est. Quatrièmement, le désir de ne rien avoir à désirer, voilà Thanatos. Et cinquièmement, si j'ai le temps, les joies de la raideur au fond de la culture. Ce sera un bref excursus sur Bachelard. Donc, Thanatos, la flèche. Voilà. Thanatos, c'est le désir de ne pas avoir à désirer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se profile automatiquement derrière toute quête illimitée de jouissance. Et en ce sens, Thanatos est le dévoilement de l'échec du désir, puisque, en fait, pour le désir, la rencontre avec l'objet va en permanence le condamner à une relance sans fin et sans frein. Donc la contrainte qui pose des limites, et là on rejoint peut-être ce qui était dit tout à l'heure à propos du cadre, la contrainte qui pose des limites apporterait donc non pas une joie, certes, mais une mise à distance de la déception. C'est effectivement l'espace des possibles, l'espace de la créativité, etc. Elle nous protégerait contre le daedium vitae de l'Antiquité, donc on n'est rien de neuf, et la restriction de jouissance est une nécessité, non seulement pour permettre la vie en société, mais surtout pour éviter à l'individu de se rendre compte que son désir est en réalité par essence illimité et donc impossible à satisfaire. Alors, vie sexuelle libre, certes, comment faire? Plus simple aujourd'hui.
Du temps de Freud, ça ne l'était pas. Et faute de techniques efficaces de contraception, il fallait cultiver l'abstinence sexuelle, au moins en partie. Alors, je dirais, toute l'œuvre de Freud est quand même partie de là, c'est-à-dire de ce malaise dans la civilisation lié à la limitation sexuelle, d'où l'hystérie, etc. Alors, contrainte sans joie, le résultat était au contraire le développement des névroses, avec les symptômes substituts de la satisfaction refusée. Eros et Ananke sont les parents de la civilisation, et il fallait donc bien se soumettre. Alors, la pulsion agressive. L'autre pulsion fondamentale, la pulsion agressive, ne peut pas davantage s'exercer librement. Sauf si elle le fait sur un ennemi extérieur, et encore elle ne s'exprime pas librement, puisqu'elle est extrêmement cadrée par le militaire, dans des guerres civiles ou dans des guerres internationales. Voici donc l'individu coincé entre la force écrasante de la nature et la société qui lui impose des restrictions de jouissance. Freud est convaincu que le refoulement est pathogène et que ce que l'on chasse par la porte revient par la fenêtre. L'expression est celle qu'il emploie. Le refoulement revient en plus sous une forme impossible à reconnaître, d'où la nécessité du travail de l'analyse pour débusquer le désir inconscient qui crée le symptôme. Il faut donc substituer au refoulement, idéalement, le renoncement librement choisi, volontaire, ce qui ne peut se faire que dans la pleine conscience que la société l'exige. Tout ça est bien évidemment très idéal. Poursuivons donc sur la pulsion agressive. L'agressivité est habitée par la pulsion de mort, qui est d'abord dirigée sur le sujet lui-même. Et ça n'est que secondairement qu'elle va être défléchie sur l'autre, précisément pour que le sujet n'en soit pas la victime. Cette agressivité constitue le trait indestructible de la nature humaine, d'après Freud. Aussi, la question est donc celle de son utilisation, puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser, son utilisation à des fins qui ne seraient pas destructrices, ni de l'individu, ni de la société. La sublimation pulsionnelle, dont je parlerai plus tard, permettrait de la canaliser dans la création, par exemple, ou dans des activités de toutes sortes de quêtes de performance, par exemple, et même dans le travail s'il est librement choisi. Mais ce n'est pas accessible pour tous, et Freud cite la maxime de Thomas Hobbes qui est là, et il rappelle donc que l'agressivité cruelle est omniprésente, qu'il y a deux cas, ou bien elle attend une provocation pour se déclencher, et à ce moment-là, la violence individuelle est mise au service de la guerre, elle est canalisée en quelque sorte, ou alors cette violence se met au service de quelques desseins, il n'est pas plus précis que ça, dont le but est accessible, dit-il, par des moyens plus doux. Alors j'ai un peu focalisé sur cette expression des moyens plus doux, en me posant la question suivante, est-ce que la quête de richesse, la quête de pouvoir, qui se fait donc sans la guerre, du moins sans la guerre, d'autres formes de guerre, mais sans la guerre qui va tuer, en principe, est-ce que cela constitue un de ces moyens plus doux? Alors je passe à une autre notion qui est celle de l'arrogance, qui est une notion à laquelle je tiens beaucoup, à laquelle j'ai consacré un livre, mais c'est la définition de Roland Barthes, donc, que j'ai mis au tableau et que je trouve tout à fait éclairante, extrêmement précise, même si c'est un petit peu long. Alors, en quoi la course au profit, en quoi le consumérisme répond-il à l'agressivité? C'est pas très difficile à
comprendre. Mais ça doit aussi, du coup, nous alerter sur le fait qu'il n'y a en effet aucun frein interne. L'agressivité du pouvoir économique et politique donc imprègne la société, notamment d'ailleurs sous la forme de l'arrogance, et elle contamine tout un chacun. Nous sommes aujourd'hui face à une dimension majeure, mais complexe de l'arrogance. Le pape François en avait parlé dans sa lettre encyclique Laudato Si, qui est l'ignorance volontaire ou ignorance passivement subie. Il l'analyse justement en les rapprochant des dégâts donc causés à l'environnement par le développement technologique. Alors, dans la mesure en effet où l'arrogance repose sur la culture, c'est bien cette position individualiste de déni qui est arrogante. On l'entend dans des formules extrêmement banales. Par exemple, la formule « profite bien ». Profite bien parce que, effectivement, peut-être que ça ne durera pas toujours. D'où le resserrement sur soi, au nom du droit et même du devoir, de profiter au maximum. Alors, comme un tel profit a ses limites, puisque l'appétit n'est pas extensible à l'infini, le problème, c'est qu'il va du coup falloir le relancer. Qu'est-ce qui va le relancer? C'est l'envie que l'autre me porte. L'envie de l'autre m'assure que je suis bien enviable au moment même où la lassitude et la satiété pourraient m'en faire douter. L'égoïsme a trait à l'avoir, mais pour qu'il concerne l'être, il faut qu'un autre sujet puisse lui donner corps, et lui donne corps précisément par l'envie. Donc, entre l'envie pour quelque chose qui est naturel et l'envie de l'autre à mon égard, qui est ce qui relance mon envie lorsque elle s'éteint, nous sommes arrivés à un autre sujet, mais qui est en plein, à mon avis, dans le propos, qui est la question du martèlement publicitaire. Alors, la fabrique du consentement au plus de jouir, je détaille. Au nom des principes libéraux donc de la libre concurrence commerciale sur lesquels nous reposons, nous nous trouvons en permanence face à une manipulation qui est légale et efficace. Elle fait de nous des arrogés, c'est-à-dire des sujets arraisonnés par un pouvoir invisible auquel nous sommes contraints d'obéir dans la mesure où il nous faut bien participer à la société où nous nous trouvons. Et là, je vais rester dans la famille Freud, mais ça sera plus Sigmund. Ça va être son petit-neveu, Édouard Bernays, qui avait émigré aux États-Unis, du nazisme, et qui est le concepteur de la fabrique du consentement au plus de jouir. Fabrique du consentement, du moins, c'est peut-être moi qui ajoute la suite. Bernays, donc, par exemple, avait relancé les gains de l'industrie du tabac en l'alliant fort astucieusement aux revendications féministes de l'époque. Il avait pour cela lancé une action de masse auprès des femmes avec ce qu'il avait appelé les torches de la liberté, c'est-à-dire des cigarettes qui allaient être allumées et fumées en public, dans une mise en scène bien orchestrée et retransmise, afin de marquer l'égalité des sexes et en même temps de faire profiter, bien évidemment, l'industrie du tabac. Et tout cela au nom de l'interprétation freudienne qui lui avait été complaisamment offerte par un collègue de Freud, lui aussi émigré, disant que la cigarette était un symbole phallique. Alors Bernays est quand même considéré comme celui qui a mis au point les techniques publicitaires modernes. Ses ouvrages majeurs comme Crystallizing Public Opinion ou Propaganda, qui date de 1928, tout ça est quand même très ancien, 1923 et 1928, vont être largement utilisés, notamment par Goebbels. Je passe au point suivant,
Et je continue un peu sur Bernays, dont vous avez ici une citation. Il fallait en effet trouver un moyen de présenter comme démocratique ce type de gouvernance basée sur la recherche d'efficacité et de rentabilité, afin de conduire donc à cette extrême concentration de la richesse et, commande Bernays, bien sûr aussi aux fraudes et aux scandales qui l'accompagnent. Cette société technocratique décrite par Bernays avant la dernière guerre mondiale, en fait, a bien peu changé. Il ne s'agit nullement d'affirmer que le but est l'intérêt de tous, mais celui d'une poignée d'hommes d'affaires qui réussissent, ce que Bernays donc n'hésite pas à comparer à des leaders, à des lutteurs, voire à des dictateurs. Parce que l'important, c'est de vendre. Et là, il y a un chassé-croisé assez intéressant entre l'homme d'affaires et l'homme politique. Je lis la citation là, qui est ici, qui est un peu longue. Aujourd'hui, un homme d'affaires qui réussit singe les politiques. Il adopte le côté éclatant et tonitruant du candidat en campagne. Vous avez la suite ici. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, on assiste à un retournement. L'homme politique qui réussit aujourd'hui, c'est celui qui a su faire preuve, comme homme d'affaires, d'assez de violence économique et commerciale pour que l'électeur naïf croit qu'il va en faire profiter la société. L'idée d'intérêt général au sens national et bien plus encore au sens mondial et planétaire est à l'évidence exclue de ce système. Nous sommes donc tous des arrogés en tant que consommateurs passifs, manipulés par une technique efficace. Je pense que je n'étonne personne en disant ça. La question, c'est comment est-ce qu'on nous a attrapés? Le désir de n'avoir rien à désirer. Ce désir, il est caché derrière les désirs ordinaires. Et là, vous retrouvez ce dont je suis partie tout à l'heure, c'est-à-dire Thanatos. N'avoir plus rien à désirer, parce qu'on a tout, on peut dire que c'est une béatitude, mais en fait et en réalité, c'est un équivalent de la mort. L'argent de la finance, qui n'a plus de lien avec un désir humain, ou plutôt qui s'est substitué à ce désir, comme le virtuel, peut prendre la place du réel. Ça nous rappelle le caractère illimité de l'accumulation, la manière dont son objet donc tente à avoir une vie propre, appréhendable par des calculs, des stratégies, qui l'apparentent beaucoup plus à un jeu qu'à une réalité. Alors, est-ce que ce n'est pas la satisfaction d'un sentiment d'illimitation et de toute puissance, caractéristique de l'arrogance que j'évoquais tout à l'heure, et sa démesure, qui précisément ignore l'autre et, d'une manière générale, ignore les limites dont on a parlé aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fuite accompagnée de perte de soi? À la logique de la mort du désir par le dénuement, ça c'est, je dirais, la logique ascétique, s'oppose, mais en fait s'oppose pas tellement, s'oppose de manière totalement symétrique, la destruction du désir par un trop d'accumulation. Sur le plan financier, la dynamique de l'accumulation, devenant seule valeur s'autoproduisant, va bien au-delà de la passion morbide pour l'argent, laquelle est très analysée par Freud précisément, presque comme un stade. Il s'agit en fait de toute autre chose, il s'agit de la puissance recherchée pour elle-même, non plus par le moyen des guerres de conquête, comme ça a pu être le cas, mais par la soumission du réel économique et financier à une modélisation, à une mathématisation qui se donne pour irréfutable. La contrainte, là, est maximale.
et il serait bien difficile d'y trouver des joies pour celui qui l'a subi. La question c'est, est celui qui l'induit, celui, pourrait-on dire presque, qui l'inflige, qu'en est-il de ses joies? L'hubris, donc cet excès dont nous parlent les Grecs, cette hubris systématisée, tant au niveau de ce qui est exigé que ce qui est attendu, nous rend difficile de parler de joie en l'occurrence. Les effets s'en font sentir à un niveau individuel dans l'accélération généralisée. Je ne vais pas décrire ce que j'entends par accélération du mode de vie, mais je pense que c'est clair pour tout le monde, et par la conviction intérieure que ne pas courir va vous laisser au bord du chemin. J'arrive donc à mon dernier point, j'ai le temps. Les joies de la raideur au fond de la culture. Alors je voulais terminer par cette formule que je trouve absolument magnifique, qui est une formule de Bachelard dans la psychanalyse du feu, et qui définit bien le travail sublimatoire qui dérive l'énergie pulsionnelle. J'en rappelle rapidement les grandes lignes. Certains individus, plutôt que de se soumettre aux interdits sociaux, vont faire dériver leur énergie libidinale vers un but qui échappe par définition à la condamnation sociale et donc au refoulement. L'énergie de l'agression, par exemple, va être convertie dans le fantasme d'arracher le sens, arracher son secret à la nature, par exemple, débusquer l'objet, surmonter les obstacles. C'est le cas de l'artiste, c'est le cas du chercheur, qui vont pouvoir donner libre cours à leurs pulsions parce qu'elles sont tout entières aimantées vers un objet de création. Alors, je ne veux pas dire que ce soit uniquement la manière dont l'individu va utiliser son énergie libidinale, mais qu'en tous les cas, il va y consacrer une bonne part. Et surtout, ce qui est très important, il va y trouver du plaisir. Il va y trouver du plaisir, et au point même que, précisément, travailler et ne pas travailler, être en loisir, sera pour lui quelque chose de quasiment équivalent. Alors, ces individus vont certes contribuer au progrès, et d'une manière générale à l'avancée de la culture, ou en tous les cas au développement de la culture. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une avancée, mais en tous les cas d'un développement. Et ils vont connaître également un plaisir de penser, pour certains, spécifique à l'acte de penser lui-même, et non pas aux résultats auxquels il conduit. Et là, je citerai une formule de philosophe Lessing qui dit que si on lui offre le choix entre la vérité toute trouvée et la vérité à chercher, c'est sans aucun doute la deuxième optique, le deuxième choix qu'il prend. Alors, cette raideur au fond de la culture dont nous parle Bachelard, c'est tout l'inverse de la sclérose. La sclérose est au contraire ce que va dépasser le travail de culture. La raideur au fond de la culture, au sens bachelardien, c'est en fait la rigueur. La rigueur qui implique aussi, par exemple, la capacité d'investir l'échec pour en faire un rebond vers autre chose. Et plus généralement, donc, le refus de la complaisance à l'égard de la facilité du déjà connu. Alors, est-ce qu'on a pour autant trouvé la solution? Malheureusement pas. Comme je le disais au début, le concept de sublimation apparaît à la charnière de deux dimensions irréductibles. D'une part, la vie pulsionnelle, qui ne connaît rien d'autre que la réalisation immédiate des buts, dans l'ignorance des conséquences, tant vis-à-vis du sujet que vis-à-vis des autres, qui va donc nécessiter l'imposition des limites, qui va produire le refoulement, qui va produire le malaise.
La vie collective qui, précisément, parce qu'elle est nécessaire à la vie individuelle, qui exige toutes ces limitations. La sublimation, elle, demeure une visée individuelle. Les individus qui le peuvent atteignent par ce moyen une réalisation pulsionnelle qui leur serait interdite s'ils le cherchaient par un autre mode. Pourtant, cette solution, évidemment, reste limitée, et en réalisant son propre but pulsionnel, il se produit en plus autre chose qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que tous les résultats donc, culturels acquis par ces sublimations additionnées constituent un édifice socioculturel. Mais que cet édifice socioculturel qui a été créé par les uns va en revanche de manière consécutive peser sur les individus, les autres individus présents et à venir, donc dans une exigence contraire au mouvement naturel de la pulsion, laquelle va toujours dans le sens de la plus grande pente et jamais donc ne passe par la sublimation. Donc les produits des sublimations individuelles, en se solidifiant, en s'agrégeant les uns aux autres, vont imposer à tous des renoncements, des frustrations, et là, sans compensation sublimatoire. J'arrive donc à ma conclusion. Les conditions d'un progrès durable, non destructeur existent. L'arrogance économique et la destruction de l'écosystème sont une conséquence indirecte des pulsions agressives de l'être humain. Cette indestructible pulsion de mort, le siècle dernier l'a connue en Europe avec 2 guerres mondiales. Nous le connaissons aujourd'hui sous cette autre forme. Il y a des gens pour prédire effectivement que la solution est une 3e guerre mondiale. Il est peu vraisemblable, en tous les cas, qu'un changement des mentalités individuelles, et là, je suis désolée, mais la psychanalyse n'a aucune recette à apporter à cet égard, il est donc peu vraisemblable qu'un changement des mentalités individuelles puisse se produire indépendamment de changements collectifs additionnés qui pourraient privilégier d'autres issues pour la destructivité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, quelques petites questions avant de passer au débat. Oui, juste une explication. Moi, je ne comprends pas la formule « la fabrique du consentement au plus de jouir ». Ah ben, c'est la formule qu'utilise Bernays. Ah oui, mais... Et si, c'est-à-dire comment nous fait-on croire? Comment va-t-on arriver à mieux jouir, jouir davantage, en acceptant finalement toutes ces je dirais, ce forçage dont Bernays explique à la fois le fonctionnement, mais là où carrément il donne des recettes pour le faire. C'est toute la question de la propagande, finalement. La fabrication du consentement au plus de jouir passe par la propagande. Et alors vous pourriez me demander, Goebbels, alors, est-ce que c'était ça qu'il avait en tête? Oui, bien sûr. Bien sûr, le plus de jouir n'implique pas que tout le monde va jouir. Avec toutes les contraintes climatiques qui vont s'intensifier dans les années à venir, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse de la frustration des individus et donc une extension à une hausse de la violence? Ben, c'était précisément, en effet, la question que je voulais poser. Je crois que, normalement, oui, ça me paraît clair. Et en particulier, ça me paraît d'autant plus clair que cette frustration va être très inégalitairement distribuée. Donc il est difficile d'imaginer qu'il ne va pas y avoir en effet une hausse de la violence. Deux dernières questions. Quid des satisfactions virtuelles, les réseaux sociaux, etc.
on voit qu'on pourrait penser qu'elles vont privilégier une autre issue pour la destructivité, puis en même temps, on se dit que c'est précisément l'effet inverse qui se passe. Ben, je crois qu'effectivement, ce n'est pas du tout une autre issue. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sujets qui s'en contentent. Déjà un premier point. Et par ailleurs, je ne crois pas que ce soit une autre issue. Je pense que c'est au contraire un enfermement supplémentaire à l'intérieur de... Ça n'est un autre... De même qu'on peut aussi poser la question des sports martiaux. Est-ce que les sports martiaux sont une manière, comme on dirait, un peu populaire, de défouler son agressivité? Oui, dans une certaine mesure, ponctuellement. Mais en fait, ça l'entretient. C'est très clair. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, alors je me tourne vers mon ami Jean-Marie Brome, qui est là, qui a long à en dire en particulier sur le football. On a vu cette année, avec l'occasion du Black Friday, le fameux événement à grand max consumériste, on a vu des incitations sur les réseaux sociaux à ne pas consommer, à faire du Black Friday. Oui, j'ai vu ça aussi. Donc avec une dimension vraiment morale, même pas économique, oui. C'est pas pour économiser, c'est moralement je ne dois plus consommer. Quel regard psychanalytique vous avez sur ce genre d'événement, de mouvement social? Bon, je n'ai pas un regard psychanalytique. En l'occurrence, le regard peut être le même que celui de tout un chacun, c'est-à-dire un regard éthique. Je pense qu'en effet, ce genre de démarche me semble tout à fait intéressante. Est-ce que vous pensez qu'elles ont été efficaces? Je ne suis certainement pas qualifié pour le dire. Donc je crois que ça serait intéressant d'ailleurs de le savoir. Ça serait intéressant de voir, d'avoir des études économiques et sociales précises pour savoir s'il y a vraiment un impact. Mais je pense qu'en effet, de la même manière que le Bernays explique, en effet, tout doit passer par la propagande, on peut imaginer une propagande inverse, une contre-propagande. Ce que d'ailleurs, les mouvements punk, par exemple, ont pu être, dans un certain sens aussi. Donc oui. De promouvoir un autre monde, voilà. Une autre manière. Le problème en fait, dans le consumérisme, c'est quand même l'illusion de l'accumulation. Donc s'il y a la possibilité, en effet, d'arriver à induire une propagande où le jouir passerait un peu comme un intérieur japonais, par exemple, au contraire, ce qui est beau, c'est qu'il y ait le moins d'objets possible, peut-être, pourquoi pas. Là, ça devient de l'esthétique à ce moment-là. Bon.